L'échiquier international, bienvenue à vous. 130e jour de bombardement sioniste au-dessus de Gaza. 130e jour avec un bilan lourd, 28 500 martyrs. Des instances internationales peut-être en train de prendre la mesure et l'étendue du massacre de civils et de destruction. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, est en Suisse pour une réunion d'urgence de l'ONU concernant la situation au sein de l'enclave. L'ONG Human Rights Watch rappelle que contraindre 1,7 million de Palestiniens d'évacuer leur territoire est désastreux et illégal selon les normes internationales. Par ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, se dit préoccupée par l'assaut prévu selon les sionistes contre Rafah. Et enfin, pour ne citer que des exemples et des déclarations des officiels internationaux qui tirent la sonnette d'alarme, on peut citer une déclaration signée Sergueï Lavrov qui signe une déclaration qui sans doute fera date puisqu'il dit que pas de stabilité au Moyen-Orient sans un État palestinien dont on sape les fondements, poussant d'ailleurs les mêmes Palestiniens au désespoir, à la famine et à la mort, bien sûr. Une personne a vu tout cela de près. Il est journaliste qui a à son actif des dizaines et des dizaines de voyages en Palestine, pays qu'il connaît bien. C'est avec lui qu'on animera le rendez-vous du jour et avec vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Début des discussions tout de suite. « 130e jour de bombardement, la situation est inqualifiable. On a utilisé tous les superlatifs évoquant le drame palestinien, un des plus grands massacres, sans doute, ou le plus grand massacre de notre époque contemporaine. Mais ce soir, on va essayer de l'évoquer par le biais du terrain, le terrain Razaoui, avec notre invité du jour. Il s'agit de Olivier Pironnet. Bonsoir Olivier, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Alors Olivier, vous êtes journaliste, spécialiste de la Palestine. Vous y êtes rendu fréquemment depuis au moins 25 ans. Mais également, vous avez travaillé aussi sur le sud du Liban. Vous avez collaboré dernièrement sur une série d'articles au sein du monde diplomatique. J'invite les téléspectateurs à les découvrir. Alors Olivier Pironnet, première question. Des images d'une rare atrocité nous parviennent tous les jours du bombardement à Gaza. Des images qu'on a du mal à croire, même à visionner. Alors vous qui connaissez bien Gaza, racontez-nous un peu la situation, vous qui êtes en relation aussi avec des Palestiniens sur place. Mais écoutez, les Palestiniens, déjà ceux qui sont, qui sont déplacés désormais à Rafah, qui étaient auparavant à Khan Younes, qui ont suivi les instructions, les injonctions, les ordres des Israéliens, sont terrifiés à l'approche d'une offensive terrestre massive annoncée ces derniers jours par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. Et ils sont à environ à peu près 1,4 million à s'être réfugiés dans cette ville qui en comptait initialement 250 000. Et en fait, les Israéliens leur ont donné l'ordre, quand l'offensive, si l'offensive terrestre sera lancée, de se concentrer dans une petite zone qui se trouve à 4 km de Rafah, qui s'appelle Al-Mawasi, d'une superficie de 16 km². En gros, c'est la superficie, comme le rappelait une journaliste israélienne qui connaît très bien aussi Gaza, d'ailleurs, pour y avoir habité, Amira Haas, ça correspond à la superficie de l'aéroport de Ben Gourion. Et si tous les Palestiniens, le 1,4 million de Palestiniens se concentrent dans cette zone, on aura une densité de population d'environ 62 500 personnes au kilomètre carré. C'est énorme, sachant que avant la guerre, avant le conflit plutôt déclenché par Tel Aviv, la guerre totale déclenchée par Tel Aviv, la densité de population à Gaza était parmi l'une des plus élevées du monde, avec 6 000 habitants au kilomètre carré. Donc c'est une situation évidemment catastrophique.
On ne compte plus maintenant les déclarations à la fois du chef de la diplomatie européenne, des Français, des Américains, des déclarations qui sont quand même aussi marquées par une certaine duplicité. On parle à l'approche de cette offensive, on parle de situations catastrophiques, désastreuses. Joseph Borrell, lui, parle de situations alarmantes qui risquent de provoquer de nouvelles atrocités criminelles. Et dans le même temps, comme l'avait souligné récemment Ronnie Broman, l'ancien président et fondateur de Médecins sans frontières, les Européens, les Occidentaux, les Américains et les Européens sont complices du carnage qui a cours à Gaza, puisqu'ils ont mis en place une sorte de pont aérien, je cite les propos de Ronnie Broman, de pont militaire aérien entre d'une part les États-Unis et Israël, et d'autre part l'Europe et Israël, avec l'envoi évidemment d'armements et de munitions. La France avec Thales. Il faut souligner par ailleurs que plusieurs pays ont décidé de suspendre leur livraison, notamment l'Espagne, qui est aux avant-postes de la contestation avec l'Irlande, évidemment la République d'Irlande, contre la campagne génocidaire menée par les Israéliens. Donc, voilà, moi qui suis en contact très régulier, quasi quotidien avec des personnes que je connais à Gaza, ces personnes sont terrifiées. Alors, je prends l'exemple d'une amie qui m'avait accompagné lorsque Gazaoui, évidemment, sur place, quand j'avais fait mon reportage en 2019, qui elle-même est une réfugiée de Jabalia. Ils ont été déplacés à Khan Younes, maintenant ils sont à Rafah. Elle a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son père, qui est mort d'épuisement. Ils sont sous tente. Évidemment, il y a des risques de famine, à peu près la moitié de la population qui pourrait être touchée par la famine, sans parler de la malnutrition, de la sous-nutrition, qui touche 80% des Gazaouis. Et encore une fois, pour replacer tous ces éléments dans un contexte historique, il faut savoir qu'avant ce conflit, avant cette guerre, avant le 7 octobre, 80% de la population gazaoui dépendait déjà de l'aide alimentaire. Alors Olivier, Raza, l'onde de choc, hein, donc bien avant le 7 octobre, un intellectuel qui s'appelle Ilan Pappé, il y a fort longtemps aussi, avait beaucoup parlé, évoqué un nettoyage ethnique concernant la Palestine, et il avait beaucoup travaillé sur ça, il avait fait beaucoup de recherches. Alors selon vous, vous avez esquissé un tableau dramatique, tragique. Est-ce que selon vous, il s'agirait pour les messianistes entourant Netanyahou d'expulser les Palestiniens? Alors oui, il y a une volonté de nettoyage ethnique de la part de l'aile de la part d'une grande partie du gouvernement israélien. Netanyahou, évidemment, après avoir passé des accords avec les suprémacistes sionistes israéliens, que sont incarnés notamment par les figures emblématiques de Itamar Ben-Gvir et Besricht, réclament, ou plutôt prônent, une réinstallation des colons. Smotrich, parle d'une réinstallation des colons à Gaza. Ils n'ont pas supporté, évidemment, l'évacuation des 8000 colons en août-septembre 2005 de la bande de Gaza. Et ils réclament à corps et à cri une réoccupation et une recolonisation de Gaza, d'où les drapeaux qu'on a pu voir, notamment brandis par certains soldats, indiquant qu'ils étaient prêts à réinstaller des colonies. C'est une ligne rouge, d'après les déclarations qu'ont faites les Européens et les Américains. Netanyahou a, pour sa part, déclaré qu'il n'entendait pas réoccuper Gaza, mais en tout cas exercer un contrôle militaire sur le territoire côtier. Comme vous le savez, au sein du gouvernement et aussi du cabinet de guerre et au sein de la société israélienne, la question du jour d'après se pose avec acuité.
Et donc, une grande partie des colons, évidemment, espèrent que ce nettoyage ethnique pourra être mis en œuvre. L'idée, évidemment, pour eux, c'est de repousser le maximum de Gazaouis dans le Sinaï, ce que refusent évidemment les l'Égypte. Égyptiens, puisque le Sinaï est égyptien. Et donc, il y a un risque, oui, en tout cas, il y a un nettoyage Alors, ethnique si et vous, des déclarations génocidaires. Alors, si vous le voulez bien, justement, ces déclarations génocidaires sont suivies de plus en plus de faits. On évoque encore un peu l'histoire, si vous le voulez bien, puisque je reviens à l'historien Ilan Pappé. Quand il a parlé du nettoyage ethnique, il a travaillé sur les événements de 1948. Il a été, durant des années, raillé, critiqué, désavoué. Et on le voit, hein, les événements depuis le 7 octobre lui donnent raison. Selon vous, hein, je vous pose la question, est-ce qu'il y a ce type de projet, je parle du nettoyage ethnique, au sein du logiciel politique sioniste, puisque d'après ce que vous me dites vous-même, hein, on assisterait à une sorte de seconde Nakba? Alors, il faut jamais oublier que Gaza a toujours été dans le viseur des Israéliens dès 1948. Sa population était à l'époque a été multipliée par 5 ou 6 à l'époque. Il y a énormément de 70% de la population est d'origine réfugiée et d'ailleurs est originaire pour la plupart. Beaucoup sont originaires de villages qui se trouvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire les localités et les implantations qui jouxtent la bande de Gaza et sont originaires de villages avoisinants qu'on peut parfois voir à l'œil nu. D'ailleurs, moi-même, quand je m'étais rendu à la marche du retour en juin 2019, une marche qui était sur sa fin, elle avait été initiée en 2018, je discutais avec des Gazaouis qui me disaient on peut presque voir mon village originel, le village dont je suis originaire à l'œil nu. Ça a toujours été considéré comme un foyer de résistance, comme tous les camps de réfugiés en Cisjordanie sont considérés comme des foyers de résistance, et des foyers comme le disent les Israéliens, de terroristes. Et il ne faut pas oublier que Ariel Sharon était à la tête du commandement sud d'Israël dans les années 70, et c'est lui qui a maté dans le sang les multiples révoltes qui ont eu lieu à Gaza. Il ne faut pas oublier non plus les massacres de 1956, notamment à Khan Younes, donc à Gaza. Khan Younes qui est revenu sur le devant de l'actualité à l'occasion du déplacement forcé des Palestiniens. On a eu à peu près entre 500 et 1000 morts, notamment des enfants qui ont été abattus à bout portant. Les Israéliens ont occupé Khan Younes à l'occasion de la crise de Suez d'octobre 56 à mars 1957, et ils ont semé évidemment le chaos. Donc c'est une bande de terre qui pour autant n'a pas l'importance biblique que peut revêtir la Cisjordanie aux yeux des colons, notamment les colons messianiques, mais c'est une bande de terre qui a toujours été dans le viseur des Israéliens, notamment parce que c'est un foyer de résistance, et beaucoup de combattants de l'OLP, notamment à l'époque, et du Fatah, sont issus de Gaza. Alors, pendant les bombardements sur Gaza, la colonisation de notre côté s'accélère ou monte en intensité en Cisjordanie. On a tendance à oublier un peu la Cisjordanie. On le voit, le tableau avec ces préfabriqués de colons qui viennent s'installer de force sous les yeux des colons armés sionistes, hein, sur la colline des territoires palestiniens, selon les accords d'Oslo de 1993, ou ces antennes sur le sommet de ces mêmes collines. La Cisjordanie, que vous connaissez bien également, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se déroule en ce moment? On voit des échauffourées, peut-être même des bombardements. On évoque aussi la résistance palestinienne qui commence à s'organiser. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, déjà, pour situer géographiquement, hein, en termes de superficie, hein, Gaza, c'est 365 km², c'est-à-dire environ c'est 40 km de long sur entre 6
et 12 km de large. La Cisjordanie, c'est 5000 km². En gros, c'est la superficie du département de la Seine-et-Marne. Vous avez à peu près 300 colonies, dont la moitié ne sont pas homologuées. Elles sont dites illégales par le gouvernement israélien, alors que toutes les colonies, au regard du droit international, sont illégales, mais elles n'ont pas reçu l'agrément. Une partie d'entre eux, la moitié environ, n'ont pas reçu l'agrément du gouvernement israélien, mais elles sont quand même protégées par l'armée. Au sein de ces colonies, vous avez à peu près en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, donc j'inclus, vous avez environ aujourd'hui 700 000 colons. La croissance ne cesse de s'intensifier, la croissance de la population des colons. Les violences commises depuis le 7 octobre sont très importantes, puisque vous aviez, au premier semestre 2023, l'ONU avait relevé environ 600 attaques de colons, donc des attaques à la fois physiques, mais au bien des Palestiniens. Ça peut être aussi des incendies déclenchés par des hordes de colons qui investissent des villages, comme le pogrom, les pogroms qui se sont déroulés à Houara et dans d'autres villes. Houara, c'est une ville qui est dans le nord de la Cisjordanie, près de Naplouse. Mais depuis le 7 octobre, les attaques ont redoublé et on comptabilise à peu près autant d'attaques qu'en 7 mois, qu'en 6-7 mois. Et vous avez à peu près, depuis le 7 octobre, vous avez à peu près 400 Palestiniens qui ont été tués, une centaine d'enfants, des femmes évidemment. Et donc, la situation est intenable en Cisjordanie. Les camps de réfugiés sont ciblés par l'armée israélienne, qui également utilise des hélicoptères, des lance-missiles pour s'attaquer aux camps de réfugiés de Naplouse, de Jénine, qui sont vraiment deux bastions historiques de la résistance palestinienne en Cisjordanie, mais aussi à Tulkarem, à Jéricho, dans le camp de réfugiés de Jéricho. Bref, c'est une situation aussi explosive, à tel point qu'on évoque une possible troisième intifada. Une troisième intifada ne serait possible évidemment que s'il y a un relais politique. Or, l'autorité palestinienne, comme vous le savez, bien qu'elle ait fait des déclarations assez véhémentes contre Tel Aviv et pour dénoncer la guerre en cours, la guerre d'extermination menée par Tel Aviv à Gaza, l'autorité palestinienne continue sa collaboration sécuritaire avec Israël, collaboration sécuritaire avec l'armée israélienne qui est inscrite dans les accords d'Oslo. Et donc, par exemple, alors, le dernier exemple en date, vous avez eu une manifestation hier à Jénine, notamment avec beaucoup de jeunes issus du camp de réfugiés de Jénine, qui a été matée violemment par les forces de sécurité palestiniennes. Une manifestation qui était à la fois une manifestation de soutien à Gaza, mais aussi une manifestation pour dénoncer l'impotence de la police palestinienne, qui est censée aussi protéger ses citoyens. Or, elle n'en fait rien. Elle laisse les Israéliens agir quand elle ne collabore pas activement avec eux en leur fournissant des renseignements et en arrêtant même pour son compte des militants palestiniens, essentiellement dans les camps de réfugiés, essentiellement de jeunes Palestiniens. Alors Olivier, allez-y. Et vous avez donc aujourd'hui maintenant plus de 7000 prisonniers dans les geôles israéliennes. Les Israéliens ont arrêté, je crois, près de 5000 personnes depuis le 7 octobre. Énormément de personnes aussi à Hébron. J'oublie à Hébron, qui vit notamment depuis les années 90 une situation effroyable, parce que la ville est divisée en deux, avec les colons qui sont en plein dans la vieille ville. Donc c'est une situation qui est explosive et on en parle. C'est vrai que la Cisjordanie, elle passe au second plan, évidemment, pour des raisons qui sont liées à l'aspect... À l'ampleur du massacre, bien sûr. Catastrophique de ce qui se passe à Gaza. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi en Cisjordanie
la situation s'est extrêmement aggravée. Alors Olivier, l'entité sioniste a également intensifié ses attaques au sud Liban. Encore hier, une maison résidentielle dans la localité frontalière de Maroun Arras a été prise pour cible lors d'un raid causant d'ailleurs la mort de 4 personnes. Hezbollah et l'entité sioniste, quoi qu'on en dise, sont en guerre. On a tendance peut-être à l'oublier, mais ils se rendent coup pour coup et ça se passe actuellement. Et on n'en dit pas beaucoup, c'est-à-dire que ça ne traverse pas beaucoup les journaux télévisés, alors qu'il y a bien une guerre entre le sud Liban et l'entité sioniste. Alors c'est une guerre évidemment où on respecte, où chaque partie essaie de respecter un certain équilibre, puisque le Hezbollah évidemment, comme vous le savez, est doté de missiles qui peuvent toucher jusqu'au sud du territoire israélien, qu'ils n'ont pas utilisé évidemment. Pour le moment, ce sont des échanges évidemment violents de tirs, de missiles, etc. Il y a eu depuis l'intervention du 7 octobre, l'attaque du 7 octobre et puis l'entrée sur le théâtre des opérations du Hezbollah, vous avez à peu près 200 militants, 200 combattants du parti chiite qui ont été tués par les Israéliens. Vous avez également une centaine de civils. Mais de l'autre côté, vous avez 100 000 habitants des implantations voisines de la frontière, entre guillemets, puisqu'on peut revenir là-dessus, c'est une frontière qui prête à contentieux, qui fait l'objet d'un contentieux. Vous avez à peu près 100 000 habitants des implantations du nord d'Israël qui ont été déplacés. Au total, d'ailleurs, vous avez 250 000 Israéliens, entre ceux qui habitaient dans les localités environnantes de Gaza et ceux qui sont dans le nord du pays. 250 000 Israéliens qui sont déplacés, qui résident pour la plupart dans des hôtels aux frais de l'État, et qui demandent justement, alors ceux du nord demandent une intervention massive, armée, des Israéliens. Le Hezbollah, lui, reste comme sur sa ligne et a dit qu'il continuera à défendre la cause palestinienne tant que les Israéliens ne se seront pas retirés militairement de la bande de Gaza. Et évidemment, il faut évoquer, puisque les Israéliens martèlent que le Hezbollah doit respecter la résolution 1701 des Nations Unies qui avait été votée en août 2006 après la guerre qui avait ravagé le Liban et qui exige le retrait du Hezbollah au-delà du fleuve Litanie, qui se trouve dans la partie sud, dans la partie méridionale, se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres du sud du pays, de l'extrême sud du pays. Et c'est un fleuve qui traverse le pays d'est en ouest. Par ailleurs, il faut savoir aussi que les Israéliens occupent toujours, en violation du droit international, une zone qui s'appelle les fermes de Sheba, qui correspond à plusieurs kilomètres carrés. Ils occupent également la localité et son territoire de Rajar. Et évidemment, ils lorgnent sur le mont Hermon, dont ils sont présents sur la partie méridionale du mont Hermon, qui est un immense réservoir d'eau. Et ce n'est pas pour rien que les Israéliens ont occupé le Liban Sud de 1978 à 2000, de 1978 à 2000, puisque c'est une partie qui est très riche en ressources hydraulique. Olivier Perronnet, très passionnant. Merci pour ces informations que vous partagez avec nous ce soir à l'Chiquet International. On arrive malheureusement à la fin de notre discussion. Merci d'avoir répondu présent. Et je vous dis à très bientôt. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et spécialiste de la Palestine. Merci encore. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Tout de suite l'édition en langue arabe en vous souhaitant une agréable soirée.